J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo politique dans laquelle on va aborder le droit de grève, le devoir de travailler, entre guillemets, et le droit à la paresse. Donc, c'est tout un programme, hein. Ce thème fait évidemment écho aux grèves qui ont émaillé la SNCF et donc les contrôleurs, les cheminots pendant les vacances scolaires dernières. Donc, à l'occasion desquelles le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué que le droit de grève était constitutionnel, mais qu'il y avait un devoir de travailler. Donc, je voulais revenir sur cette notion. Avant cela, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je voulais juste dire quelque chose rapidement. Vous savez, ça me fait vraiment beaucoup rire parce que je suis taxée souvent de superficielle, etc. Mais qui est superficiel entre les personnes qui ne regardent que mes vidéos sur le fondement de mon maquillage et qui ne regardent que les vidéos afférentes au maquillage, alors que je m'évertue à faire du contenu diversifié, mais que quand je fais des vidéos politiques, personne ne regarde. Donc expliquez-moi, j'aimerais bien comprendre. Donc sûrement que c'est vous les superficiels, d'accord? Merci. Bon, on va pouvoir commencer. Le droit de grève. Bien sûr, je ne parle pas des autres, hein, qui sont très gentils et qui regardent toutes mes vidéos et qui les commentent. Le droit de grève, vous le savez certainement, a valeur constitutionnelle, mais comme tout droit, il n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'ores et déjà d'avoir recours à ce que l'on appelle des réquisitions, mais qui sont là strictement encadrées parce qu'on parle de réquisition seulement dans deux cas: lorsque la grève porte grandement atteinte à la continuité d'un service public ou que les besoins d'une population sont largement impactés. Et à cet égard, le Conseil constitutionnel en fait une interprétation très restrictive. On peut bien évidemment penser aux raffineries qui peuvent faire l'objet de réquisitions et on comprend aisément, notamment lorsque il y a des besoins pour les ambulances, de pouvoir transporter des populations, et bien on considère qu'il faut qu'elles soient approvisionnées en essence. Également dans le domaine de la santé où il y a une interdiction assez large de faire grève, dans la police, etc. Il y a des corps de métier où la grève n'est pas permise et où on tolère les réquisitions, bien que le droit de grève, et c'est bien là la norme, soit un droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'il soit placé au plus haut niveau de notre hiérarchie des normes. Donc, dans les faits, on peut déjà limiter le droit de grève, comme je vous l'ai dit, parce qu'aucune liberté n'est absolue. Mais le fait d'impacter des voyageurs ne fait pas partie des cas pour lesquels une réquisition pourrait advenir. Donc, quand Gabriel Attal dit que le droit de grève est constitutionnel, mais qu'il y a un devoir de travailler, évidemment, on comprend qu'il veut par là mettre en exergue le fait que le devoir de travailler prédominerait sur le droit constitutionnel à faire grève, et c'est cela, je crois, qui est problématique dans sa déclaration. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'il dit cela, c'est qu'effectivement, il fait référence là aussi à notre bloc de constitutionnalité, puisque c'est l'article 5 du préambule de la déclaration de 1946 qui fait mention de ce devoir de travailler, mais peut-être n'aurait-il pas fallu tronquer la citation et la citer dans son entièreté, puisque cet article 5, il dispose que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, hein, donc ça, il ne l'avait pas dit, mais constitutionnellement, effectivement, en fait, ce devoir de travailler, il faut l'entendre davantage comme un devoir moral, plus que purement juridique, puisqu'il n'a jamais fait l'objet de validation ou d'interprétation dans aucune décision du Conseil constitutionnel. Il n'a pas de manifestation concrète juridiquement en tant que tel, et aucune jurisprudence n'est venue le consacrer de plein exercice. Donc il faut davantage y voir une référence historique, vu que 1946, on est juste après la guerre, et en fait il s'agissait dans le préambule de la Constitution de consacrer tout un tas de droits sociaux, étant donné que le Parti communiste français d'époque était fort.
Et c'était un petit peu un rapport de force avec le patronat. Donc le patronat sûrement dit, nous voulons inscrire un devoir de travailler. Et ça n'est pas véritablement juridiquement qu'il faut l'interpréter. Loin d'être un devoir, travailler est davantage une nécessité d'ordre économique, voire même, on pourrait dire, un chantage à la subsistance. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie notamment aux travaux de Frédéric Lordon, qui en parle très brillamment et bien mieux que moi. Donc non, il n'y a pas de devoir de travailler en France. Personne ne va vous dire allez, allez, lève-toi et va travailler. Ça n'existe pas. Si vous avez les moyens de ne pas travailler, personne ne va rien vous dire. Si on travaille, c'est parce que l'on a besoin économiquement de pourvoir, de subvenir à ses besoins. Donc, encadrer le droit de grève, comme apparemment il y a une petite musique qui laisserait à penser que ce serait dans les projets gouvernementaux des prochains mois, notamment eu égard à l'arrivée des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agirait en fait d'encadrer le droit de grève 60 jours par an lors des vacances scolaires et des jours fériés. Et il y a une proposition de loi du Sénat en ce sens, formulée par les Républicains toujours dans les bons coups. Et de ce fait, vous avez Marie Lebec, qui est actuellement la ministre en charge des relations avec le Parlement, qui lors d'une interview accordée à Sud Radio a parlé de sanctuariser certains jours, comme je vous l'avais dit, notamment lors des vacances scolaires. Sanctuariser certains jours, c'est une bien jolie expression pour parler tout simplement d'encadrer, de limiter ou voire même d'entraver le droit de grève. Mais c'est oublier que la grève est le seul moyen, ou quasiment le seul moyen, dont disposent les travailleurs au sein d'une économie libéralisée pour faire valoir leurs revendications. C'est ce qui permet, dans le cadre d'un marché du travail, de faire valoir dans un rapport de force nos revendications ou les conditions permettant à l'avènement de nos demandes à l'endroit du patronat. Et une grève, par essence, vise à créer des désagréments. C'est son but premier, sinon elle n'a aucun sens. De façon à ce que l'employeur soit résolu à écouter les desiderata, les demandes ou les points de désaccord avancés par les grévistes. Une grève induit aussi une perte de salaire, je crois que c'est toujours utile de le rappeler, et que les premiers impactés par cela, dans l'immédiateté de leurs conditions, ce sont les grévistes eux-mêmes, ce sont les travailleurs et travailleuses qui se mettent en grève. Alors oui, c'est désagréable quand vous avez commandé sur la SNCF vos petits billets de train et que vous ne pouvez pas voyager, ça l'est effectivement, mais ça l'est encore plus pour les grévistes qui se battent pour leurs droits. Et c'est la société entièrement qui devrait leur être reconnaissant pour ce qu'ils font, au lieu de les voir comme des ennemis. À ce devoir de travailler, donc, dont on a vu qu'il était plutôt moral que juridique, la gauche oppose un droit à la paresse. Bon, pas toute la gauche, notamment Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts. Et honnêtement, je pense que d'un point de vue de la communication politique, ça n'était pas la meilleure expression du monde, parce que il est très aisé de la tourner en dérision. Et je pense que bon, si elle s'adresse à un public de gauche, elle peut évidemment faire sens et on peut comprendre de quoi il s'agit. Mais si l'on veut toucher le reste de la population, ça peut très vite être contre-productif. Parce que loin d'un droit à la paresse, ce que réclament les travailleurs et travailleuses dans leur ensemble, c'est tout simplement de dégager du temps libre, un droit au repos, un droit à la tranquillité, un droit à ne pas être constamment assujetti à une productivité, libéré de la contrainte d'horaire, libéré de la contrainte d'injonction ou de subordination. Et je crois que c'est plutôt cela qu'il faudrait mettre en avant dans le débat public si l'on tend à être efficace. Alors évidemment, Sandrine Rousseau, elle ne l'a pas sortie de son chapeau. Cette notion est un clin d'œil à un ouvrage de Paul Lafargue qui a été écrit à la fin du 19e siècle
en 1880, et donc qui s'appelait le droit à la paresse, qui faisait référence notamment au monde du travail tel qu'on le connaissait à l'époque, c'est-à-dire très industrialisé et au sein duquel il y avait très très peu de droits, quasiment aucun même. Et il visait en fait à déconstruire ou à démystifier le culte de la valeur travail, la fameuse valeur travail, ou du travail en tant que valeur. Voilà, donc c'est un débat assez intéressant, mais dans le contexte de l'époque, évidemment. Et aujourd'hui, on est en 2024, donc est-ce que c'est pertinent de l'utiliser? Si vous voulez mon avis, moi je suis absolument favorable au droit à la paresse, vive la paresse, mais peut-être que dans le débat politique, si on veut parler à autre chose que le camp de la gauche, il serait peut-être plus utile de parler de droit au temps libre ou droit au repos. Tout cela pour dire également que lorsque Gabriel Attal affirme que le travail doit toujours rapporter plus que l'inactivité, petite pique aux personnes qui n'ont pas de travail, qui sont chômeurs ou qui sont privés d'emploi. Ça, il le répète comme un mantra à chacune de ses sorties. Et notamment, c'était un article ces derniers jours du journal du dimanche. Gabriel Attal qui avait été en Charente-Maritime parler à des Français de la province qui se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à recruter, voyez-vous cela, qu'ils offraient des conditions absolument merveilleuses de travail, un 35 heures à 2100 € et que personne ne se présentait. Ce à quoi donc le Premier ministre avait dit que oui, décidément, il était tout à fait logique en ce sens de réformer l'assurance chômage afin que les Français travaillent, afin aussi d'inciter les personnes privées d'emploi à retourner travailler. Et en réalité, c'est avoir une vision complètement distordue du réel, je crois, ce qui pour un Premier ministre m'apparaît plutôt problématique que de prétendre que ça n'est pas déjà le cas. Et j'en veux pour preuve une étude de Pôle emploi, donc des propres services du gouvernement, Pôle emploi, France Travail maintenant, qui atteste que 90% des personnes au chômage sont effectivement d'ores et déjà à la recherche active d'un emploi. Donc, affirmer cela, c'est complètement soit se moquer d'être en prise avec le réel, pour flatter un certain électorat, et ça s'appelle du clientélisme, soit ne rien comprendre aux enjeux contemporains. Dans les faits, parce qu'il est toujours utile de rappeler les chiffres, c'est déjà le cas. Le travail rapporte substantiellement plus que l'inactivité. Je voudrais rappeler donc, à cet égard, que en moyenne, l'indemnité de l'assurance chômage s'élève en France à 850 €. Que si vous êtes une personne qui percevait le revenu de solidarité active, pour une personne seule, cette allocation s'élève à 608 €. Et dès lors que vous êtes hébergé à titre gratuit ou propriétaire de votre logement, elle descend à 534 €. Si l'on parle du SMIC, c'est-à-dire le revenu minimum légal en France, pour un 35 heures, on est depuis le 1er janvier 2024 à 1398 €. Et il faut ajouter à cela la prime d'activité qui est en général de 100-150 €. Donc, c'est déjà le cas. Évidemment que le travail rapporte plus que l'inactivité. Et ça n'est pas une énième assurance chômage qui serait remodelée ou qui verrait les indemnités décroître, qui permettra de faire en sorte que les gens trouvent plus facilement un emploi. Cette simple démonstration suffit à l'attester. Et par conséquent, réformer l'assurance chômage, non loin de remplir cet objectif, aura un seul effet, ça c'est sûr, celui de précariser encore davantage les personnes au profil déjà fragiles économiquement. Et en voulant dresser les uns contre les autres, comme d'habitude, les travailleurs contre ceux qui ne travaillent pas, il veut, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce faisant, flouer le rapport de force en présence. Il veut flouer le rapport social primaire, à savoir des personnes exploitées qui sont en prise avec ceux qui les exploitent pour forger l'idée que non, en réalité, ça n'est pas celui-là, le vrai rapport de force, que finalement tous les maux de la société viendraient de ceux d'en dessous de nous, de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui sont au chômage, de ceux qui sont au RSA,
des assistés, comme on les appelle communément maintenant dans le débat public, terme éminemment problématique je crois, et par extension la figure de l'immigré, bien sûr. Donc tout ça ne va pas dans le bon sens et ça devrait nous alerter véritablement. Non, jouer avec le droit de grève n'est pas sans conséquence. Encadrer, sanctuariser, appelez ça comme vous voulez, ça n'est pas sans conséquence, c'est grave et ça devrait tous nous interpeller. Évidemment, réformer l'assurance chômage aussi n'est pas une bonne chose et ça ne va pas dans le bon sens. Ça va juste dans la continuité de la maltraitance de tous les acquis sociaux de ce pays. Mais apparemment, ils sont déterminés dans leur entreprise et ils ont encore 3 ans pour le faire. Donc je crois qu'ils s'y adonneront avec beaucoup de malice, malheureusement pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Voilà, donc j'attends bien vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour les personnes qui le souhaitent et qui sont intéressées par tout cela. J'aimerais tellement qu'il y ait plus de personnes qui soient intéressées, mais je le déplore. Je déplore que ça ne soit pas le cas. Je ne peux rien faire malheureusement, si ce n'est faire des vidéos parce que ça me fait plaisir. Mais oui, quand je constate le différentiel de vue entre les vidéos qui parlent de maquillage et celles qui parlent de politique, j'aurais beaucoup de choses à dire. Enfin bref, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout pour ceux et celles qui sont encore là. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!